I'm losing my patience. I just came here to dance. Bon alors bienvenue, moi je suis Laure Deschamps, je suis la présidente du CRAC, le Cercle des éditeurs d'applications pour les Kins. Et donc bienvenue à cette conférence, la slide manque mais ce n'est pas grave, sur la parentalité numérique. Là on va être vraiment dans l'échange, dans la discussion, hein, c'est le but de cette heure de co-réflexion commune sur la parentalité numérique, qui est un terme d'ailleurs qui n'est pas forcément familier à tous, on en discutera je pense. Michael Stora, qui devait venir aujourd'hui, a eu un empêchement de dernière minute. Donc, nous allons accueillir les deux intervenants. Il y a d'abord Olivier Gérard, qui est ici, qui est coordinateur médias et usages numériques au sein de l'UNAF, qui est l'Union nationale des associations familiales. Donc, Olivier va nous parler de son travail de terrain et puis plus globalement, hein, qu'est-ce qui se passe réellement, parce que c'est aussi le but là, de notre discussion, qu'est-ce qui se passe réellement dans les familles, dans les foyers. Et puis Jérôme Serre, qui est le fondateur d'EduPad et qui lance un nouveau projet qui s'appelle Monster Messenger. Il va nous expliquer de quoi il s'agit. Je vous laisse peut-être vous présenter et puis après, on discute, on ouvre le débat. Juste un mot, donc moi je suis ici par rapport au CRAC, mais je suis également la fondatrice de la Souris Grise. Donc on est expert en numérique jeunesse et on lance également une méthode d'accompagnement à la parentalité numérique, qui est un vrai projet à vocation sociale pour aider les parents. Olivier, je te laisse te présenter. Oui. Donc, pourquoi tu es là et pourquoi cette thématique t'interpelle, quoi. Donc Olivier André Gérard, donc je suis responsable du pôle usage numérique à l'UNAF. Donc l'UNAF, pour présenter, c'est important, c'est une association qui est présente aujourd'hui sur l'ensemble des départements français, puisqu'on a 100 UDAF, Union départementale, et on fédère aujourd'hui à peu près 7000 associations sur tout le territoire, avec une mission qui est assez simple et en même temps extrêmement complexe, c'est d'accompagner les parents dans toutes les champs de la vie des parents et des enfants. Et depuis le début des années 2000 à peu près, on a mis en place une cellule au sein de l'UNAF qui essaye d'accompagner, en tout cas de réfléchir le numérique, les usages du numérique, leur impact sur leur vie familiale, et d'accompagner en fait les parents à une bonne utilisation, un bon usage de tous ces outils, du potentiel de ces outils, de tout ce que ça peut apporter au sein des familles. Donc évidemment, le champ est très vaste, puisque le nombre de familles ou de parents accompagnés se compte en plusieurs millions, mais on pourra en reparler, une vraie diversité dans le rapport que peuvent avoir les parents aux outils, le parent dans leur rôle face à ces outils, la connaissance qu'ils ont de ces outils, la capacité qu'ils ont ou pas à finalement s'imprégner de ces outils et accompagner leur enfant. Donc on essaye, nous, de développer sur le terrain au quotidien des actions en direction des parents. Donc c'est beaucoup d'actions qu'on mène en partenariat localement dans toutes les communes si on peut. On a un programme aujourd'hui qui a débuté en 2016 jusqu'en 2020 justement, qu'on a appelé assez simplement usage responsable du numérique, qui est donc bien à destination des parents. Il y a beaucoup de choses qui se font à destination spécifiquement des enfants. Nous on s'est mis sur un autre créneau qui est celui aussi de donner aux parents la possibilité finalement de rester parents à l'ère du numérique, c'est-à-dire d'accompagner simplement leur enfant, faire en sorte que l'usage se passe positivement et qu'il profite pleinement de tout le potentiel de ces outils-là, et qu'on évite en fait un certain nombre à la fois d'inquiétudes et d'angoisses, mais aussi parfois de pratiques un peu plus négatives de ces outils-là. Donc voilà, rapidement. D'accord. Jérôme. Oui, j'ai quelques transparents. Bonjour, donc Jérôme Serre, je suis cofondateur d'EduPad et dirigeant de cette société. C'est un éditeur d'applications pour les enfants. Et aujourd'hui, en fait, nous, la parentalité, on l'aborde essentiellement par un réseau social sécurisé pour les enfants, parce qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est un vrai fléau pour les enfants. Et donc, on a décidé de construire une solution qui permettait de traiter aussi correctement que possible cette période transitoire dans laquelle ils sont pas outillés, je dirais, pour aller en toute sécurité sur Snapchat ou Facebook. Et pour autant, ils ont très, très, très envie d'y aller. Il y a une pression sociale forte qui fait que ça devient difficile pour les parents de résister. Donc l'idée pour nous, c'est de proposer aux parents une solution acceptable et également d'accompagner les parents dans l'appropriation et aider à ce qu'ils puissent éduquer leurs enfants pour être solides sur les réseaux sociaux. Donc
tout le monde ne connaît pas forcément EduPad. On est une jeune pousse française créée en 2011. Et on a 2 lignes produits. En fait, on est éditeur d'applications historiquement éducatives, avec des applications sous la marque iTouch, qui sont donc utilisées par plus de 6 millions d'enfants dans le monde. L'essentiel d'ailleurs en dehors de France, puisqu'on fait 1/4 de nos téléchargements en France et le reste à l'international. Et avec des partenariats avec le ministère de l'Éducation, avec le CNED, qui utilise nos solutions pour, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Décolle, et qui s'adresse aux enfants qui sont identifiés en situation de décrochage scolaire à l'entrée en 6e, donc qui accèdent gratuitement à notre technologie et à nos contenus. Mais également avec Canopé. Et on a le plaisir d'avoir été pour Monster Messenger, donc un produit qu'on a lancé cette année à la demande des enseignants et des parents qui nous disaient les apps éducatives, c'est bien, mais nous, on a un vrai problème de fond avec les réseaux sociaux et on ne sait pas comment résister. Enfin, on ne peut pas résister. Il faut qu'on leur donne quelque chose de safe. Et donc, cette app qu'on a lancée en septembre sur Android, qui était déjà lancée avant sur iOS, a eu le prix de la meilleure app pour les familles et pour les enfants au Lovies Award, qui est une récompense européenne. C'est un vrai fléau, hein, les réseaux sociaux. C'est un fléau dont on parle beaucoup pour les adolescents, avec le phénomène des suicides adolescents, etc. Mais on n'en parle curieusement pas du tout pour les pré-ados, pour les enfants. Parce que tout le monde pense qu'en dessous de 13 ans, il ne se passe rien. En réalité, c'est totalement le contraire. Les enfants n'attendent pas ils connaissent pas la directive européenne, ils connaissent pas aux États-Unis COPPA, la loi de protection des enfants, et par contre, ils savent très bien compter, ils savent très bien mentir sur leur âge, et donc s'inscrire avant l'âge sur tous ces réseaux sociaux. Ce qui est juste une calamité. Et je vais vous donner un chiffre, parce qu'on voit rarement des chiffres sur ce fléau. Chaque jour, en 2011, alors ça, en 2011, c'est la préhistoire des réseaux sociaux. À l'époque, Facebook avouait fermer quotidiennement 20 000 comptes d'enfants. Donc c'est les comptes sur lesquels ils sont sûrs et certains que c'est un compte d'enfant. Donc sur lesquels ils sont exposés, si jamais ça se sait, donc ils les ferment. Donc il y a un coefficient multiplicateur. Ça veut dire que chaque jour, il y a plutôt 100 000 enfants, à mon avis, qui s'inscrivent sur Facebook en cachette. C'est juste colossal, en fait. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, parce que je pense qu'il faut qu'on fasse la discussion, mais je sais qu'on a souvent, moi c'est la discussion qui va être intéressante, je pense, aujourd'hui. En fait, on a souvent des parents qui nous disent « Mais vous êtes fous, faire un réseau social pour les enfants de 9 ans, 10 ans, c'est aberrant, il ne faut pas qu'ils utilisent les écrans, etc. » La réalité, c'est que les enfants accèdent aux écrans, que ce soit chez vous ou chez leurs copains, et que probablement, nous, on est en tout cas intimement convaincus qu'interdire n'est pas la bonne stratégie et qu'il vaut mieux accompagner et pour ça fournir des solutions qui leur permettent de découvrir en temps et en heure l'usage de ces réseaux sociaux. Donc je vais vous donner juste un petit exemple pour sécuriser. On a pris une option de bon sens, c'est de dire un parent ne peut pas laisser son enfant parler avec n'importe qui. Tous ces réseaux, Snap, Facebook, Kik aux États-Unis et tous les autres sont des réseaux ouverts. N'importe qui peut inviter n'importe qui à parler. Là, la première règle de base, c'est de dire tu peux inviter qui tu veux, simplement tu ne pourras pas lui parler tant que moi, je n'aurais pas validé cette invitation. Petite règle de bon sens, tu vas au parc, moi je t'accompagne au parc et je valide avec qui tu peux parler. Voilà. Et il y a après tout un tas Mais ça pose des questions intéressantes. Ouais. Alors à partir de ce moment-là, en fait, le but c'est qu'on discute vraiment ensemble. D'ailleurs, on n'est pas forcément d'accord sur les mots parce que tu parles de fléau, tu utilises des mots qui sont très très négatifs en fait là quand tu parles du réseau social. Donc il y aura sûrement matière aussi à discuter. Donc je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes un peu nombreux pour qu'on fasse un tour de table réel, mais vous êtes plutôt des professionnels impliqués dans la parentalité. Vous êtes plutôt des parents venus avec vos enfants qui font des ateliers. Qui est là? Il y a des pros? C'est des pros? Association, donc pro, mais en même temps parents. D'accord. Moi, la première question que j'aimerais vous poser à tous là, c'est est-ce que vous savez combien il y a d'écrans en moyenne en France dans les foyers? Vous savez ou pas? Certains le savent ou pas du tout? 4 à 5 dans les foyers avec enfants, hein, dans les foyers famille. Donc la moyenne, c'est 9 écrans. 9 écrans. Alors, est-ce que ça vous semble beaucoup? Ouais, ça vous semble beaucoup. Donc, je vais vous inviter à faire juste un petit exercice personnel qui est toujours super intéressant, c'est de compter vos écrans. Donc, quand vous allez compter vos écrans, vous comptez tout, c'est-à-dire la télé ou les télés de la maison, bien évidemment. Vous comptez les téléphones, donc les smartphones, hein, en fonction du nombre de personnes dans le foyer. Vous comptez l'ordinateur classique, l'ordinateur portable, la console de jeux vidéo personnelle, la console de jeux vidéo familiale, la tablette ou les tablettes. Le GPS, qui est un écran qui est devenu très fréquent quand même, dans les foyers, en tout cas dans les voitures, mais associé au foyer. Faites-le. Et on va voir ce que ça donne.
Allez-y. Hein. Vous êtes venus pour bosser et pour réfléchir. Alors, 12 ou 13, 14, 8, 4. Vous êtes combien dans le foyer? Et les enfants, quel âge? D'accord. Donc, des enfants de moins de 10 ans. Donc, 4, c'est ça? 4 écrans à 5. Est-ce qu'il y a moins? Attends, on va peut-être donner des micros, par contre, parce que je crois qu'il faut qu'on... Il faut qu'il parle dans le micro. Il faut qu'on parle en micro, ça doit être enregistré ou quelque chose comme ça. Alors, vous? Alors, 11 écrans, et vous êtes combien dans le foyer? 2 adultes, 2 enfants, enfin 2 ados. 2 ados. 2 Ils ont, adultes. ouais, ils ont quel âge, les enfants? 15 et 19 ans. 15 et 19 ans. D'accord. Est-ce qu'il y a plus? On fait les enchères. Plus de 14. Ah non, c'est vous 14. Oui. Oui, c'est ça. Ah oui, alors, Il y a- là, on parle d'usage familial. Ça en fait 12. 12 et vous êtes? On est 4. Et vous êtes 4. Et 2 jeunes de quand même 18 et 20. D'accord. Donc c'est là où c'est intéressant, en fait, ces chiffres-là, en soi, on s'en fiche un peu du nombre d'écrans qu'on a chez soi. Hein. Mais souvent, ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on n'en a pas du tout conscience du nombre d'écrans qui nous entourent. Et il y a une double courbe. Donc il y a une courbe qui fait que, évidemment, plus on est nombreux, plus il y a d'écrans. Plus les enfants sont grands, plus il y a d'écrans. Donc il y a une double courbe permanente. Voilà. Comment est-ce que ça, Enfin, ça, je pense que de ton côté, tu le vois dans les familles et tu l'as vu arriver, non? Oui. Alors, on l'a vu arriver avec quand même des spécificités. C'est-à-dire qu'au départ, on a vu arriver l'augmentation des écrans avec notamment une fracture numérique une fracture numérique un peu sociale qu'on avait constatée au début des années 2000 avec un accès à l'équipement qui était quand même assez Voilà. diversifié. Fracture d'équipement. Voilà, au fracture début des années d'équipement 2000, ouais. au début des années 2000. Et en fait, on s'est aperçu que petit à petit, c'est toute la population qui était concernée par cette augmentation des écrans. Et que finalement, cette fracture d'équipement numérique, elle était... alors, il y a encore des petits écarts. C'est pas totalement équivalent, mais on ne peut plus parler aujourd'hui de fracture. Donc c'est vrai qu'on a vu non seulement avoir le nombre d'écrans continuer à croître, puisque même si certains écrans qui arrivaient pouvaient parfois remplacer d'autres écrans, en général c'était plutôt une accumulation qui se produit d'ailleurs. Et surtout on a vu que tout l'ensemble de la population a été touchée, quel que soit le niveau social, quel que soit le nombre d'enfants, quel que soit l'âge des enfants. Et donc c'est vrai que ça nous a nous amené à avoir d'abord à démultiplier nos actions et surtout à aller vers l'ensemble des populations, avec une différence, c'est qu'effectivement on constate une vraie fracture aujourd'hui qui est pas celle de l'équipement, mais qui est celle de la capacité finalement à bien utiliser les écrans. Et on a vu en fait une espèce de basculement de la fracture qui est passée de l'équipement à vraiment au bon usage et à l'accompagnement des parents vers un bon usage. Et ça, c'est aujourd'hui le cœur de notre activité, de la préoccupation principale. Elle est celle-là, elle est entre les enfants et les parents qui ont compris, qui vont utiliser Monster Messenger. Et puis, ceux qui ne vont pas utiliser Monster Messenger, alors ceux qui ne vont rien utiliser, ceux qui vont utiliser Facebook à 8 ou 9 ans, et puis ceux qui vont utiliser des logiciels en mettant un peu d'accompagnement et ceux qui ne vont rien faire du tout. Donc, c'est voilà. Ça, je crois qu'on en reparlera après, mais toi, tu pourras relayer des infos là-dessus, sur justement les profils, type de parents. Mais juste avant, pour finir sur les équipements, il y a, non, parce qu'il y a aussi une autre tendance qui est vraiment intéressante, c'est la descente en âge des équipements des enfants. Et ça existe depuis longtemps d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que quand il y a eu la première DS, elle était destinée à l'époque à des enfants plutôt de 15 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt des enfants à partir de 4-5 ans, etc. Et on le voit très fortement, mais on le voit sur le terrain. Et je pense que vous le voyez aussi tous les deux sur le terrain, la descente en âge, c'est-à-dire que l'équipement personnel qui était avant, il y a encore 2 ans, on pouvait parler de la barre du collège, où on équipait l'enfant de téléphone portable à partir du collège. Cette barre, elle est en train de sauter. Donc les études ne vont pas assez vite, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore des chiffres précis par rapport à ça, mais on le voit. C'est-à-dire que les enseignants nous le remontent, on le voit nous dans les rencontres avec les parents, etc. C'est ton cas oui, au quotidien en fait, et donc ça évolue très très vite. En fait, nous on s'est créé en 2011 et à l'époque c'était l'époque du démarrage des tablettes. Et les tablettes à l'époque c'était essentiellement les iPads, un objet de luxe en fait qui était très finalement citadin,
et qui était pour des jeunes adultes, pas forcément dans des foyers avec enfants. Et aujourd'hui, l'iPad, vous le savez, est en train le marché de l'iPad s'effondre, moins 25% en 2015. On n'a pas encore les chiffres 2016. Par contre, le marché des tablettes low cost, lui, explose, d'accord, et ça devient le premier jouet digital des enfants, mais très très tôt, devient une tablette Android low cost à 80 €, voire moins. Et juste un chiffre en termes d'équipement, et ça c'est pareil, c'est majeur. En Angleterre, on n'a pas le chiffre français, en Angleterre, un enfant de 5 ans sur 3 a sa propre tablette personnelle. Donc ça veut dire que c'est un objet qui reste dans la chambre, alors même que l'enfant a moins de 5 ans. Au niveau européen, et là encore, je n'ai pas le split français, un enfant sur 2 a son premier téléphone entre 7 et 10 ans. Ça, c'est une étude de 2014. Chaque année, l'âge moyen d'équipement diminue. Ouais. En France, en fait, 30% à peu près des enfants sont équipés de tablettes personnelles, donc à partir de 1 an jusqu'à l'adolescence, on va dire, c'est à peu près 30%, 29% selon la dernière étude d'Ipsos. Ce qui est intéressant, c'est que sur tous les segments d'équipements de tablettes sont en train de diminuer, sauf l'enfance. C'est le segment qui est en forte croissance. Après, cette révolution de la tablette, donc arrivée en 2000 en France, on le date 2000 parce que c'est l'arrivée de l'iPad, évidemment. Après, il y a eu toutes ces tablettes. Ces tablettes existaient bien avant, évidemment, l'iPad. Elles existaient dans le milieu professionnel. Ça a été très, très vite. Il y a juste, monsieur, vous vouliez... Il y avait juste quelque chose où je n'étais pas forcément d'accord avec ce que vous disiez au début. Très bien. Débattons. C'était sur la fracture numérique. Parce qu'on voit une autre fracture numérique qui est, malgré tout, tout le monde maintenant n'a plus les moyens de se payer ou d'entretenir un ordinateur et la connexion Internet. Par contre, il y a un glissement de plus en plus vers ce qui est de l'ordre du téléphone, de la tablette, et qui a un accès différent. Je vous dis ça, d'abord, c'est un constat, c'est-à-dire que de moins en moins les gens ont des ordis traditionnels standards. Par contre, ils y accèdent avec des tablettes et avec des téléphones, qui font que, par rapport à la solution que vous proposez, genre Facebook ou peu importe le nom, ce que je veux dire, l'accès est très différent. C'est-à-dire qu'avant, quand il y avait l'ordinateur dans la maison, même s'il y avait 8 personnes dessus et il n'y avait qu'un écran, il y avait des difficultés pour qui y accéder, le plus fort, le plus grand. Ou quand on regardait, il fallait rentabiliser. Donc, bon. Maintenant, ça veut dire aussi que tout le monde accède, ou tous ceux qui n'ont pas en plus des PC, ou qui ne sont pas entretenus, ou pas à niveau, qui ne payent pas la connexion, enfin l'abonnement, ils y accèdent par des téléphones. Déjà, il y a des histoires de coûts, il y a des histoires de contrôle qui sont beaucoup plus difficiles. Et nous, la difficulté par rapport à des enfants, c'est que, avant, on va dire qu'encore, même si les parents ne savent pas gérer tout ça, avant, quand l'ordinateur était la cheminée au milieu de la maison, on pouvait voir ce qu'il faisait, le gamin, parce que déjà, il n'y en avait qu'un, puis tout le monde était dessus. Alors que maintenant, quand chacun a le téléphone dans sa chambre, ou dans les toilettes, ou dans la salle de bain, ou partout, et qu'ils ont un accès Internet, il y a une histoire de coût, mais il y a une histoire aussi que là, le contrôle, je veux dire, on peut s'asseoir, quoi. Je veux dire, enfin bon. Alors, voilà. Il existe des moyens de contrôle. Encore une fois, c'est un sujet qui est relativement peu abordé, mais effectivement, quand un parent équipe son enfant de moins de 10 ans avec un téléphone portable, il y a un certain nombre de précautions à mettre en œuvre parce qu'il accède en fait à toutes sortes de contenus, à toutes sortes d'applications, et c'est un outil merveilleux. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Juste, ça s'encadre et ce sont effectivement cet accès à l'Internet a été radicalement changé avec l'irruption. Nous, on a fait le choix d'être 100% mobile. On n'est pas du tout sur PC, par exemple, parce que l'usage des enfants, 82% du temps digital passé par les enfants l'est passé sur des écrans mobiles. Pour compléter, vous avez raison, il y a deux éléments. Il y a cette mobilité-là qui rend effectivement l'accompagnement par les parents, j'aurais envie de dire plus complexe, en tout cas différent. Et on le voit bien, tu l'as dit toi-même, il y a des moyens. Donc on est obligé de passer souvent par des outils ou de contrôle ou des solutions techniques. Là où avant, l'accompagnement ou la présence des parents, à la limite presque pouvait suffire. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et le deuxième aspect qui est très extrêmement important, c'est qu'on est passé souvent d'équipements qui étaient... Alors, c'est pas totalement vrai, mais l'ordinateur, c'était souvent l'ordinateur familial, donc c'est quelque chose de collectif, un équipement qui est totalement individualisé. Et on le voit, par exemple, sur les tablettes offertes à Noël des années précédentes. Évidemment, ça devient compliqué derrière parce que parfois, c'est des enfants qui vont recevoir du Père Noël une tablette. Et les parents, c'est la tablette offerte par le Père Noël aux enfants. Et du coup, même un contrôle
de cet outil-là devient extrêmement compliqué pour les parents, parce que là, on rentre vraiment quelque part de l'objet privé de l'enfant, et du coup, ça devient difficile. Alors, rien n'était surmontable, fort heureusement, mais ça suppose d'abord une prise de conscience par les parents, une volonté de le faire. Alors, pourquoi c'est si dur pour les parents ? Pourquoi aujourd'hui c'est si dur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'en 6 ans, il y a 6 ans, on parlait de la tablette, et puis voilà. Là, maintenant, on parle de quand même 9 écrans par famille. Il y a eu une explosion très rapide. Comment tu le... Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il y a une multitude d'écrans, il y a une multitude d'usages qui suppose à chaque fois un accompagnement qui est différent, parce que les problématiques sont pas les mêmes. La problématique des réseaux sociaux, de l'accompagnement aux réseaux sociaux, c'est pas du tout la même que la problématique qu'on va avoir sur la question des jeux vidéo, par exemple. Donc il y a, je dirais, plusieurs formes d'accompagnement nécessaires. Il y a aussi cette pression qu'on évoquait tout à l'heure, une pression sociale extrêmement forte, qui vient quand même pénétrer dans les foyers. C'est l'enfant qui veut avoir tel ou tel équipement, tel ou tel... Oui, après, on peut supporter la pression sociale d'un enfant de 3 ans qui Alors, réclame une DS. on est d'accord. On est d'accord. Si on n'arrive pas, Non, mais parce si que on c'est la n'arrive réalité. pas à un enfant de 3 ans ou 4 ans à un moment lui dire non, le problème il est beaucoup plus profond que la question de la Voilà, tablette tout à ou de la fait. question de l'écran. C'est qu'il y a un problème de parentalité Voilà. Et donc C'est là, d'ailleurs on pour- lit les choses et c'est pour ça C'est- qu'on commence à parler de parentalité numérique. numérique. que C'est d'ailleurs pour ça que nous, c'est une sorte de caisse de résonance. nous depuis 2005, c'est le premier guide qu'on a fait à destination des parents. On a vraiment abordé sous l'angle, parce que en fait on en avait un peu marre de cette idée, on entendait beaucoup parler de cyberparents, comme si finalement il fallait absolument que les parents soient eux-mêmes des utilisateurs, voire des outils technologiques, et on se disait simplement, il faut simplement que les parents restent parents. C'est déjà, voilà. C'est-à-dire, un enfant, il a 4 ans, il veut une application, une nouvelle application, fût-elle merveilleuse. Si on a décidé que c'était pas adapté à son âge parce que c'était une application qui s'adressait aux 7 ans, à partir de 7 ans, donc c'est pas adapté à son âge, ben, quelle que soit la pression, quel que soit le coût, quel que soit ce qu'on veut, si on a décidé que c'était non, c'est non. Et c'est simplement ça, c'est un enjeu de parentalité, savoir dire non, par exemple. Et ça, malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que cette arrivée du numérique, c'est quelque part mélangé aussi à de plus grandes difficultés pour les parents, et que la question de la parentalité, elle se pose de manière un peu générale pour beaucoup de raisons. Il y a une raison aussi aujourd'hui, c'est que les modes de vie ont changé. Ça paraît anodin, mais on est passé aujourd'hui à des taux de personnes qui travaillent, de parents qui travaillent le samedi et le dimanche extrêmement faibles, à aujourd'hui plus d'un parent sur 2 qui travaille au moins des 2 jours le week-end. Donc ça veut dire des temps où les enfants sont souvent seuls, beaucoup plus importants, avec des parents qui rentrent avec des horaires décalés plus tard le soir ou qui partent plus tôt le matin, avec une gestion de la vie quotidienne qui est complexe, qui est complexifiée. Et du coup, là, c'est là-dedans, dans ce mode de vie-là, que c'est inséré l'écran. Très fort. Voilà, avec en plus, évidemment, un aspect extrêmement important, c'est qu'on le veuille ou non, ces écrans-là, et Michael Stora et Palais le diraient bien mieux que moi, c'est qu'ils ont une valeur importante, c'est qu'ils fascinent. Et comme ils fascinent, forcément, ils scotchent les enfants. Et donc, les parents y ont vu aussi une certaine, presque un soutien. C'est la fameuse console babysitter, la télévision qui garde les enfants, etc. Comme Donc, la télé. Voilà, comme la télévision. Sauf Donc, que là, on en a 9 à disposition. tout ceci, ce qui est très c'est mélangé et rend aujourd'hui, nous, le constat qu'on fait, c'est qu'on est non seulement dans un contexte où l'accompagnement par les parents est absolument nécessaire, et en même temps, il est difficile, il doit être quotidien, alors même qu'on sait très bien que, moi je rencontre des parents et je leur dis, mais il faut les accompagner, ils me disent, mais on a déjà du mal à trouver un quart d'heure à consacrer à nos enfants, comment voulez-vous qu'on soit présent tout le temps ? On a un autre phénomène intéressant, c'est qu'on est dans une transition. C'est-à-dire les parents des enfants d'aujourd'hui, une grande partie d'entre eux n'ont pas connu, en fait, ont vécu avec l'Internet, mais ils n'ont pas connu vraiment les réseaux sociaux, en tout cas pas de la même manière, ils n'ont pas du tout les mêmes usages, donc il y a un vrai décalage culturel entre les parents avec lesquels on parle et avec la maturité, ou en tout cas la maturité affirmée, parce qu'il y a une différence entre l'affirmation et puis la réalité de leurs enfants. Donc on a toute une génération, nous on voit bien, les très jeunes parents sont ceux qui adhèrent instantanément en fait, au concept de réseau social sécurisé pour les enfants. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes sont totalement presque addicts, mais en tout cas utilisent quotidiennement de multiples réseaux sociaux et pour en tout cas leur plus grande satisfaction. Et eux sont totalement convaincus qu'il
il y a des bénéfices à prendre et ils savent que les réseaux qui existent ne sont pas appropriés. Donc ils achètent entre guillemets tout de suite l'idée de dire oui, bénéficions de ces nouvelles formes de communication dans un cadre sécurisé. Ça, c'est ce qu'on constate en tout cas. Et effectivement, des parents qui ont plutôt entre 35 et 45 ans, qui nous sont, je dirais, le cœur des parents qu'on adresse, ça va changer dans 10 ans, hein, parce que avec le glissement. Eh bien, nous, on a noté 3 profils. En fait, on observe 3 profils. C'est confirmé par une étude américaine qui a porté sur 10 000 parents. Grosso modo, il y a un tiers des parents qui sont paumés, en fait, qui s'avouent, je dirais, qui se posent plein de questions, qui ne savent pas comment aborder les sujets du Je numérique avec regarde leurs qui enfants. hoche la tête en même temps. Normalement, Je regarde dans ce genre de réunion, on a plutôt le tiers de parents, j'arrive tout de suite, qui sont plutôt orientés, qui sont des éducateurs, c'est-à-dire des gens qui prônent une approche responsable, qui ne se mettent pas la tête dans le sable, en fait, et puis qui disent, voilà, ces objets-là existent, mon enfant, dans sa classe, tout le monde est équipé d'eux, kit de téléphone, kit de console, de jeu, etc. Et donc, il a envie, et c'est normal, et donc je vais l'accompagner, je vais lui expliquer, et je vais avoir une approche pédagogique. Et puis, il y a le dernier tiers de parents, et peut-être qu'il y en a dans cette salle, et ça sera intéressant d'échanger, qui sont dans l'interdiction. Moi, je dis plutôt dans le déni, en disant, pas de ça chez moi, ça n'existe pas, enfin, c'est dangereux, donc je ferme l'accès. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, cette étude à laquelle je me référais tout à l'heure sur 10 000 parents, qui a eu lieu sur un peu moins d'1 an aux États-Unis, l'étude, il y avait des interviews des parents séparément, puis des enfants séparément, et les enfants avaient la garantie que leur réponse resterait anonyme et ne serait pas communiquée à leurs parents. Donc, d'un point de vue méthodologique, c'était intéressant. Et il y avait 50 points de comportement sur Internet. Est-ce que j'usurpe l'identité d'autres personnes? Est-ce que j'accède à des sites pornographiques? Est-ce que je vous laisse imaginer les 50 items. Et statistiquement, quel que soit l'item, les enfants des parents qui interdisaient, donc qui étaient sûrs que leurs enfants n'y allaient pas, en fait, bien évidemment, statistiquement se comportaient entre 2 et 3 fois plus mal que les enfants des 2 autres groupes. Alors, j'aurais aimé que les enfants des parents éducateurs se comportent significativement mieux que les enfants des parents paumés. Malheureusement, il n'en est rien. Ils se comportent un peu mieux. Mais c'est toujours ça de prix, entre guillemets. Ouais. Donc, il y a un vrai désarroi. Enfin, en tout cas, nous, on l'interprète comme ça. Un vrai désarroi pour ceux qui sont paumés. Donc, ceux-là, nous, entre guillemets, notre cible, ce n'est pas les parents. À la limite, ce n'est pas les gens qui sont dans cette salle, parce que vous êtes totalement... vous faites la démarche, je dirais. Vous êtes, pour la plupart d'entre vous, enfin, certains d'entre vous, des professionnels, et puis d'autres, vous êtes certainement hyper vigilants. Mais c'est pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre, qui comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas baigné là-dedans. Et pour ceux qui interdisent. Alors, c'est plus difficile de retourner ceux qui interdisent, parce qu'ils sont persuadés que ça marche bien chez eux. Ouais. Après, ce n'est pas forcément une question d'âge non plus. Moi, même les parents les plus jeunes, aujourd'hui, je parle de manière statistique, en fait. Ouais, de manière statistique. Moi, je les appelle la génération de l'entre-deux, c'est-à-dire nous tous parents, qu'on soit très jeunes parents, 20 ans, 18-20 ans, ou voilà, quel que soit notre âge. Parce qu'en fait, quand même les plus jeunes, quand ils étaient enfants, il n'y avait pas cette multiplication d'écrans, il n'y avait pas cette multiplicité d'écrans dans la maison. Donc en fait, on ne leur a pas appris à gérer. Donc c'est la génération qui fait comme elle peut, quoi. C'est un peu de la bricole, quoi. Oui, je voulais ajouter qu'il faut faire attention entre la possession des écrans et la multiplicité des écrans et ceux qui, à la maison, donnent accès à Internet. Voilà, après, il y a les usages. Voilà, au niveau des usages, ce que moi j'ai vu sur le terrain avec ce qu'on a entrepris avec mes collègues. Et donc, vous êtes je travaille à la direction de l'innovation du CNED. Voilà. Et j'ai été aussi chargée de veille stratégique. Donc, tout ce qui concerne l'éducation aux médias et à l'information, c'est un peu mon rayon. Oui, il y a une partie des parents, et sans doute ce sont les parents paumés dont parlait Jérôme, qui considèrent que la génération Y, les digital natives, ils sont nés avec ça dans la main, donc ils savent s'en servir et qu'a priori, ils vont savoir s'en servir. Or, ce n'est pas du tout ça, quoi. Non, allez-y. Et parallèlement, hier, j'étais à une conférence éducative, une conférence du CLEMI, où il y a un parent représentant de parents d'élèves qui demandait, le sujet étant sur l'interdisciplinarité, les EPI au collège, et qu'est-ce qu'on fait, l'éducation aux médias là-dedans, qui demandait, et les parents là-dedans.
Et la réponse qui lui a été donnée, je l'ai trouvée très insuffisante et pas correcte. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes du CLEMI, donc j'incrimine personne, mais aussi d'autres. Ils ont fait un numéro très bien sur l'éducation aux médias, mais ils ont considéré que c'était simplement un problème institutionnel et qui relevait de l'école. Et j'ai trouvé ça vraiment catastrophique. Parce que la réponse qui a été faite à ce monsieur, c'était non, mais les parents, ils doivent être vigilants au niveau des contenus et au niveau du rythme d'utilisation. Mais tout ce qui concerne la culture de l'information, c'est l'institution. D'accord. Donc il n'y a pas Internet dans les maisons du tout. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce qu'on... Juste un petit commentaire sur ce que vous venez de dire. Je viens du monde de la sécurité informatique. J'ai souvent des responsables de sécurité des CAC 40 en face de moi. Et justement, il y en a un qui m'a, pour faire le parallèle avec ça, qui me racontait que lui, dans sa famille, son fils, il y en a un qui travaille maintenant, l'autre qui est en train de terminer ses autres études, en termes de sécurité informatique, en termes de sécurité de la donnée, ils ne comprennent rien. Mais rien. Donc lui, il est professionnel du métier, il vit de ça, il fait ça depuis très longtemps. Depuis qu'ils étaient tout petits, j'exagère un petit peu, je vais dans la caricature, il leur a inculqué l'importance et la nature sensible de la donnée. C'est un ordinateur, je l'allume, mais quand il s'allume, je suis content. Ça s'arrête là. Il me l'a expliqué ça comme ça, c'est quasiment texto, verbatim ce qu'il a dit. Donc toute cette sensibilité... cette awareness training qu'on puisse faire auprès de la famille, même ceux qui sont du métier ont du mal. Voilà, c'est le classique, les cordonniers sont les plus mal chaussés là. Nous, pour pallier ça, on s'est rendu compte, au début, on était très orienté vers la formation de l'enfant, en lui disant, voilà, il faut pas faut refuse toute la violence en ligne, etc. Donc on avait proposé ce genre de fonctionnalités. Et puis en discutant avec les parents, en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qu'il fallait aider, en fait, leur donner les outils. Et du coup, en fait, quand les parents rentrent dans notre application, en fait, on leur propose un programme de coaching, d'accompagnement sur 6 semaines, avec une conversation guidée qu'ils vont mener avec leur enfant. Donc, on leur suggère 6 thèmes, donc, qui sont justement la protection de son identité, le harcèlement, qui n'est pas forcément en ligne, en fait, qui est démultiplié en ligne, mais qui apparaît autrement. La violence en ligne, comment se comporter, etc. Donc il y a 6 thèmes de base, et l'idée c'est de donner les clés, de former modestement les parents, en tout cas à leur permettre d'aborder ce sujet avec leurs enfants, parce que ça permet à l'enfant de savoir que s'il a quelque chose qui le choque, il va pouvoir poser la question à son parent de manière ouverte. Donc ça montre déjà le simple fait d'aborder les sujets, que vous êtes ouvert et que ce n'est pas tabou. Il n'y a pas grand-chose de pire que ce qui est tabou. Et en plus, ça permet de mettre... Donc effectivement, l'institution fait des efforts. Les associations viennent aussi dans les écoles beaucoup pour adresser ces sujets. Ils font un travail remarquable. Mais je suis assez convaincu que les parents, je dirais, ont un véritable rôle éducatif et d'accompagnement. Et donc nous, on essaye de leur donner les billes au travers de conversations guidées qui durent à chaque fois une demi-heure et qui ont chacune des objectifs bien précis et qui permettent de rebondir. Par exemple, si vous avez diagnostiqué que votre enfant est harcelé ou harceleur, de savoir quelles sont les étapes d'après. Nous, ce n'est pas notre métier d'aller sur l'après, mais en tout cas, on donne les clés pour réorienter le parent et qu'il sache quelle est la prochaine étape pour lui. Je rajouterais un point quand même, parce qu'effectivement, on accompagne les parents, on les forme, on les sensibilise, on les informe, peu importe le terme. Je crois qu'il n'y a pas de réponse, de bonne réponse. C'est vraiment, il faut essayer d'être en permanence à les accompagner, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de difficile. Le premier point aussi qu'il faut leur prendre conscience, c'est un peu ce que tu as fait là, c'est que finalement, eux-mêmes s'interrogent, commencent par s'interroger sur leur propre rapport à ces outils et sur leur propre pratique. Parce qu'on sait très bien que d'un point de vue éducatif, alors là, on peut parler de n'importe quel sujet, l'exemplarité des enfants, c'est essentiel, c'est fondamental. La plupart des psychologues, encore une fois, Michael n'est pas là, ils vous disent que l'enfant, il apprend aussi beaucoup par rapport à ce qu'il voit, beaucoup plus que par rapport à ce qu'il entend. Et c'est vrai que
que les parents soient paumés ou que les parents soient stricts par rapport à l'usage que font leurs enfants de ces outils-là, souvent, ils ne se sont pas interrogés sur eux-mêmes. Ils sont des utilisateurs qui n'ont pas forcément réfléchi au bon usage. Et du coup, derrière, le message, la crédibilité qu'ils peuvent avoir dans leur rôle de parents est remise à mal parce que eux ne sont pas vigilants, parce que eux ont des pratiques qui sont problématiques. Et derrière, le discours, il passe pas. Donc la première chose, quelque part, qu'on dit aux parents, c'est déjà interrogez-vous sur vos propres pratiques. Et ça, soyez crédibles. Soyez crédibles. Soyez crédibles. Ce qui est extrêmement difficile, parce que ceux qui abusent le plus, ce sont nous, les adultes. Nous qui équipons les enfants, nous qui montrons le mauvais exemple, c'est évident. Enfin, c'est une évidence. Après, moi, les parents, je ne leur jette pas la pierre parce que tout ça va tellement vite. C'est-à-dire qu'on est passé en termes d'adoption et d'usage et d'usage de société au niveau global. Ça va extrêmement rapidement. Donc, il faut se réadapter très, très vite, en fait. Et c'est difficile. D'autant que les usages des enfants, comme on l'a vu, mais comme Monster Messenger est né pour ça, parce que les enfants utilisent de plus en plus tous les réseaux sociaux. Donc, il y a le réseau social, mais aussi tous les autres sujets. Alors, nous, ce qui nous rend quand même relativement optimistes, c'est que on s'est rendu compte, c'est pareil, on découvre en fait, parce que notre produit est récent, que les principaux prescripteurs de notre solution sont les jeunes parents, parce que les jeunes parents sont convaincus. Il n'y a pas besoin de leur faire un dessin, je dirais, ils comprennent tout de suite l'intérêt et le bénéfice qu'ils vont avoir. Ils comprennent le sujet peut-être, ce qui est peut-être différent. Le sujet et l'intérêt. Ils savent qu'il y a un sujet. L'enjeu de sécurité et l'enjeu de faire, réseau, quand on leur dit réseau ouvert, tout de suite. Et on a un certain nombre de prescripteurs qui sont également les grands frères et les grandes sœurs qui disent mais jamais de la vie ma petite sœur ou mon petit frère il va aller sur Facebook. Ses copains là, lui disent d'y aller, mais il ne faut pas, monsieur. Ça, on a entendu des gens des cités nous dire moi il ne faut pas, monsieur, c'est pas bien. Enfin, et Monster Messenger, non mais c'est amusant en fait, des gamins de 14-15 ans qui disent mon frère, ma sœur, je vais les mettre là-dessus, monsieur. Ouais, moi j'ai reçu beaucoup de familles, on voit beaucoup de familles sur les salons où les parents, on leur demande que font les enfants, quelles applications ils utilisent sur la tablette, etc. Les parents se retournent. T'as téléchargé quoi ton frère? Alors moi ça m'interpelle aussi parce c'est une réalité, il y a un report, c'est il y a une un vraie report justement chez le plus jeune, chez les ados, en disant les ados vont gérer l'apprentissage et l'accompagnement numérique. Alors pour devancer tout de suite, on n'est pas en train de dire que c'est aux grands frères, aux grands sœurs d'éduquer leur fratrie, mais qu'il y a une conscience, en tout cas, des risques. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on observe, encore une fois, et dans les articles qu'on peut lire, c'est à peu près la même chose. Grosso modo, il y a la zone de danger maximale en fait, pour les ados, c'est entre 12 et 15-16 ans. Où le besoin de plaire à l'extérieur, encore une fois, statistiquement, il y a des variantes, etc., selon la maturité. Et passer ce cap, vous passez un cap où vous voyez les enfants qui, d'un seul coup, clac, 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 referment leur profil, ils deviennent totalement experts sur les notions, encore une fois, de manière statistique, sur les options de partage, et extrêmement réticents à ouvrir leurs données à l'extérieur. Donc, on est vraiment dans une phase de transition, en fait. Et donc, les gamins qui ont, pour moi, entre 17 et 20 ans aujourd'hui, sont... en tout cas, nous, on les utilise on en a certains comme consultants, en fait. Puis après, le propre de l'adolescence, c'est de casser la règle, de toute façon, et d'aller chercher ailleurs, et d'aller surtout dans des endroits, que ce soit physiques ou virtuels, où les parents ne sont pas là, où les adultes ne sont pas là. Donc, on est dans la logique des pratiques adolescentes et de la continuité de la pratique adolescente. C'est un gamin, alors que ce soit au numérique ou pas. La première chose qu'il va faire, c'est essayer de détourner. La première chose qui va tourner dans une cour d'école ou de foot ou de ce que vous voulez, c'est comment détourner ça, comment utiliser ça, comment accéder à ça alors que c'est pas possible, comment passer des filtrages. Ça va plus vite que ce que disait tout à l'heure la personne sur la sécurité. On croit ils sont natifs, ils savent faire plein de choses. Ils savent faire plein de choses. Et il y en a plein d'autres qui ne savent pas. Ils savent faire ce que eux les intéresse, ce qu'eux ils ont gratté parce que le plus grand frère ou le cousin ou le copain, ou c'est un système d'échange, tu me fais voir comment, ou parce que j'ai un téléphone avec 2 cartes SIM, tu utilises ton compte pour accéder à Internet avec ta carte. Un gamin, ça reste un gamin. C'est-à-dire qu'il va aussi s'affronter à l'interdit sous toutes ses formes. Que les parents ils suivront pas à la vitesse où vont les gamins, aux compétences qu'acquièrent les gamins, parce que la seule chose qui va tourner en compétence, c'est comment détourner ce qui est mis en place. Facebook, c'est tombé, on va dire que c'est que des vieux pour caricaturer. Ils sont sur leur Snap, ils mettent en ligne direct. Pour les suivre, il y a une histoire de contrôle, de confiance, et de les prendre pour des gamins. Ils s'affronteront à l'interdit, ils vont trouver le moyen de contourner. Mais ce que vous dites est juste, sous réserve que
au niveau des pratiques numériques au sein de la famille, il y ait bien un interdit, donc il y ait bien une règle. Ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est Parce que différent. parfois, il n'y a pas Effectivement. de règles, pas de limites, et qu'au fond, l'enfant gère les écrans tout seul et les parents ne sont pas présents parce qu'ils ou alors ils ont été présents à un moment, ils ont mis une espèce de cadre global en imaginant que ça va régler tout. Et du coup, ce que vous dites est totalement juste, à condition que l'enfant ait bien conscience que là, il est dans la transgression de l'interdit. Parce que sinon, il est en train de faire quelque chose sans avoir du tout la pression. Donc, il va continuer. Donc, ça, c'est extrêmement important. Bien sûr. Mm. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait ce dialogue. C'est que vous ayez ce dialogue. Que vous... Quand ils ouvrent des comptes ou Facebook ou autre, et des fois ils vous font voir, il y en a, c'est des vrais trucs d'appel au peuple, il y a des choses qu'ils disent, je vais chercher mon frère à 4h10, je vais être à la boulangerie du coin, enfin, il y a du pistage, on leur fait voir tout ça. Après, ce qui me fait rire, ce qui m'a intéressé, c'était la personne qui fait dans la sécurité. Nous, en tant qu'éduc, avec des personnes, on va dire, en marge ou en ZEP, ou aussi des gens dits normaux, des fois on accueille ou des stagiaires ou des jeunes, ou même des ingénieurs qui viennent aider parce qu'on fait des clubs robotiques. Et on sort, on googlise, c'est-à-dire on tape sur Google et on sort au gars qui vient postuler ou à la jeune fille qui vient postuler, tout ce qu'il y a. Je veux dire, en gros, le truc où elle a la fête et tout ça et tout. Donc des gens qui sont avec des niveaux d'études, de compétences, d'ingénieurs électroniques et tout. Enfin, c'est censé être un milieu. Et on leur fait voir, on leur dit, bah voilà, en googlisant tout ce que vous avez fait ou ce que vous avez, des photos, on va dire, douteuses ou louches ou bizarres. Et on leur fait voir. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut, comment dire, de toute façon, ça existe. On ne pourra pas les suivre, ou alors, c'est comme on dit, il faudra mettre un flic derrière tout le monde toutes les 5 minutes. Donc, il y a une notion de confiance et une notion de contrôle. Mais il ne faut pas croire que, quelle que soit notre génération, on va maîtriser. Et nous, la première chose qu'ils viennent nous demander, puis ils ont des façons détournées de demander, Thierry, je veux faire ça, je vais envoyer un texto à ma mère pour son anniversaire, et puis je veux pouvoir rentrer dessus pour que ça s'affiche. Je dis, en gros, ce que tu me demandes, c'est pouvoir rentrer avec un texto pour craquer le truc, pour... Je dis, tu as la façon de le formuler, tu as tout ça. Et ils viennent nous demander des choses. On dit, mais nous, on est là justement pour te poser l'interdit. T'imagines que c'est moi qui vais te faire voir comment on contourne. Par contre, si vous demandez aux enfants, ils savent tous ce que c'est la navigation en privé. Ils rentrent tous en navigation en privé avec certains navigateurs. Ouais, les enfants sont très alertés sur certaines choses, en fait. Parfois Ça beaucoup reste plus des que leurs gamins. parents. C'est impressionnant. C'est des Dans des gamins. rencontres Ouais. avec des parents, par exemple, on demande, bon, alors, aux enfants, partie enfant, on leur demande qu'est-ce que tu fais sur la tablette. Et certains enfants disent, ben, je lis. Et après, les parents nous regardent, ils disent ah bon, bah, je ne savais pas. Donc en fait, les parents ont une image un peu floue. Voilà. Ils sont sur l'écran. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que l'écran? Évidemment, il y a plein d'usages différents derrière. Et c'est là où ça devient très intéressant et en même temps très compliqué. Parce qu'il faut pouvoir accompagner les différents usages en fonction des âges. Si je peux revenir sur les études, une étude intéressante dont la méthodologie était légèrement différente de la première étude à laquelle je me référais, c'était une étude européenne. Et là, l'enfant a été interrogé en présence de son parent, parce qu'il fallait le représentant légal pour que le gamin parle. Donc c'est bien, comme ça il s'exprime en toute liberté. Et on leur demandait à ces chers enfants, à quoi tu utilises ta tablette, ton téléphone? Mais pour faire mes devoirs, monsieur. C'est ses premières réponses, puis après venaient les jeux vidéo, après les réseaux sociaux, etc. Alors, des C'est fois, mignon. des fois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les C'est parents ça, n'osent super pas. mignon, quoi. Pas très Non, mais des crédible. fois, mais- c'est inversé. C'est-à-dire que les parents, des fois, n'osent pas aussi dire certaines choses. Donc, c'est très drôle. Parce que moi, j'ai des fois des parents qui m'ont dit bon, alors, je leur demande de donner des adjectifs sur leurs usages numériques, etc. Et donc, il y a des parents qui disent que des choses positives parce que les enfants sont à côté. C'est bien, c'est pratique. Donc, c'est très drôle. Il y a aussi un effet parfois parental qui n'ose pas trop dire des choses même négatives par rapport aux écrans. Après, est-ce que vous avez des problématiques spécifiques que vous rencontrez particulièrement, alors soit en tant que professionnel, soit en tant que parent, par rapport à ces gestions d'écran, mais gestion d'usage surtout? Oui, bonjour. Moi, je me posais des questions, une question un peu plus peut-être positive. C'était, en gros, c'est bon, nous, nos enfants sont un peu plus âgés, donc ils utilisent Snapchat ou des outils comme ça, des applications comme celle-là. Et ma question, c'était comment, je ne sais pas, mais comment on pourrait utiliser cette application pour faire de l'éducation? Comment, puisque les ados ou les enfants éventuellement
sont passionnés par ces outils, sont captés, sont fascinés. Donc utiliser cette fascination dans un but positif, quoi. C'était Il y ma a plein question. de trucs positifs en fait à faire. Je crois que vous êtes au bon endroit hein, pour retrouver des pépites. Enfin, il y a pas mal d'entreprises ici qui essaient de proposer des solutions. Donc il n'y en a pas une seule, en fait, il y en a plein. Tout dépend des appétences de votre enfant, s'il est plutôt sur l'électronique, si c'est les robots qui le font rêver, si c'est le coloriage, la création graphique, la création de textes, etc. Donc vous avez la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'outils. Oui, enfin, gratuitement. ma question, c'était vraiment par rapport à un outil qui a du succès. Par Par rapport à exemple, Snapchat, utiliser ouais. Snapchat dans le cadre de l'éducation. C'est vraiment ce type d'utilisation, pas passer par un autre D'accord, outil. un réseau social. En fait, Voilà, moi, c'est je bon. pense que là, pour le coup, la loi est très claire et dit que elle interdit l'accès à ces réseaux sociaux avant 13 ans. Il y a des très bonnes raisons à ça. Ce sont des réseaux ouverts. Donc moi, ma conviction, pour le coup, j'adhère à 200% là, c'est que on peut et effectivement, je réponds peut-être sur la partie sur les plus jeunes, en fait. Ouais, là, Sur c'est les plus jeunes, pour moi, il grands, faut en même, fait. faut même C'est pas pour les chercher plus grands à... qui sont gros Attends. utilisateurs, Oui, voilà, utilisateurs exactement. quotidiens. Pour les Comment grands, faire finalement Comment les pour- intéresser à pour, l'éducation voilà, par ouvrir- rapport à ces outils? Pour les glands, il y a plein d'enseignants nous, on a plein de témoignages d'enseignants qui s'emparent effectivement, au collège, au lycée, c'est du pain béni, en fait. Hein. Donc, ils s'emparent, ils font leur groupe, le groupe de la Oui, classe. Twitter est extrêmement utilisé Twitter. avec beaucoup de choses qui sont Ouais. construites. Et justement, parce qu'en fait, moi, je ne connais pas grand-chose sur ces... Bah, Je suis un peu la le paumé chose- dont vous parliez. Le- Et ce serait le contenu, effectivement. Ouais. Le Que plus peut-on simple, faire avec, quoi? déjà le plus simple, c'est YouTube. Le plus simple. Puisque, alors, et les enfants, et pareil, de plus en plus tôt, mais les jeunes, les ados, etc., utilisent énormément, sont consommateurs au sens vrai de la consommation de vidéos, quelle qu'elle soit. Il y a plein de chaînes YouTube super intéressantes, des chaînes pour réfléchir, des chaînes philosophiques, Micmat pour apprendre les mathématiques, etc., mais qui ne sont pas du tout de l'enseignement classique, traditionnel, un cours, etc. Et ça, en fait, pour l'avoir vécu des fois avec des jeunes, c'est de leur proposer de passer de leurs youtubeurs préférés, qui sont parfois d'ailleurs super intéressants, et qui font de l'éducation aux médias de manière très fine parfois, voilà, ils ont un vrai rôle à jouer, c'est de leur proposer autre chose. Et en fait, comme il y a cette habitude de consommation vidéo, en fait, ça fonctionne hyper bien. C'est-à-dire que les jeunes, ils trouvent un intérêt, ils trouvent ça intéressant. Voilà. Et ces youtubeurs, il y a des jeunes profs, il y a de tout en fait. Il y a aussi des très jeunes personnes, des enfants qui peuvent faire des choses pertinentes. C'est aussi ton conseil. Donc ça, c'est la base, c'est la vidéo. Et puis non, deuxième conseil, puis après je te laisserai compléter peut-être, c'est en fonction de l'intérêt de votre enfant, donc ses passions, ses centres d'intérêt, etc. Il y a des communautés partout, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Donc c'est une bonne manière et une excellente manière d'apprendre extrêmement vite sur ce qui les passionne. J'en discutais encore hier avec un parent d'élève, un enfant qui est passionné d'histoire, qui a toujours aimé l'histoire. Et en fait, il lui disait le soir, tu passes trop de temps sur ton téléphone quand il lui a offert un téléphone. Et puis un jour, en fait, il s'est rendu compte que... il lui a dit, tu ne lis plus de livres d'histoire. C'est vraiment dommage. Et en fait, en creusant, en discutant avec son enfant, il s'est rendu compte que sa connaissance historique avait décuplé depuis qu'il avait son téléphone, parce qu'il passait beaucoup de temps pour faire des recherches historiques, croiser les sources, etc. Donc c'était... Non, effectivement, aujourd'hui, la plupart des outils populaires, pour reprendre ce que vous voulez, peuvent être utilisés à des fins éducatives, parce que par leur nature, elles sont dans une logique souvent de partage des choses, elles permettent d'apprendre des choses. Le vrai truc, c'est d'abord inciter la communauté éducative, donc à la fois les enseignants, mais les parents aussi, pourquoi pas. Au fond, vous prenez un jeu vidéo, on pourrait même imaginer que tout jeu vidéo peut faire l'objet d'une démarche éducative. C'est-à-dire que derrière le jeu vidéo, il y a souvent des valeurs qui sont véhiculées, il y a des thèmes qui sont traités, alors qu'on partage ou qu'on ne partage pas. Il y a un certain nombre de sujets positifs et négatifs, mais on peut même s'en servir pour simplement, en parlant avec lui, en dialoguant, en discutant, finalement aborder des sujets qui sont importants, parce que ça peut entraîner un effet sur les représentations qui va se faire sur tel ou tel sujet par rapport à l'usage de l'outil numérique. Donc en tant que parent, c'est aussi s'approprier ces outils-là pour en faire un élément de coéducation de l'enfant. Je dirais qu'il faut se libérer par rapport à ça. Voilà. Il faut se dire que tous les outils, on peut s'en servir à des fins éducatives. Après, il y a des milliers d'exemples qui existent. Peut-être le grand défi qu'il y aura à faire, c'est qu'à un moment, on arrive à essayer de regrouper tous ces exemples et en faire une vraie stratégie qui soit utile pour les parents et pour les enseignants, et qu'on ne reste pas dans une espèce de bêta expérimentation permanente.
aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup de hacking, beaucoup de détournements faits par des enseignants de manière détournée et éventuellement qui se réunissent à distance de pays à pays, parce que l'avantage, c'est que ça efface les distances. Et donc, c'est des initiatives portées par les enseignants. Mais côté parents, il y a vous pouvez encourager énormément de comportements vertueux. C'est-à-dire, si votre enfant a une passion, quelle qu'elle soit, il peut vite devenir un expert reconnu sur la place, parce qu'effectivement, il peut... Alors là, pour le coup, ça vaut le coup de l'accompagner. Enfin, plus il est jeune, plus il faudra l'accompagner sur la gestion de la protection de son identité. Mais moi, je connais une jeune fille de 13 ans qui traduit des mangas japonais en français, en fait, et qui est une experte sur la place, et elle ment sur son âge, pour le coup, et c'est avec l'accord de ses parents. Mais elle est reconnue sur la place parce que justement sa passion c'est les mangas japonais et elle les apporte en France par ce biais-là et du coup elle a boosté complètement son niveau de japonais parce qu'elle était terriblement motivée pour apprendre et parce que je dirais il y a des centaines d'internautes qui lui demandent de l'aide, des traductions pour des scènes, etc. Donc c'est merveilleux à condition de l'encadrer, de l'accompagner. Et effectivement, la transgression, je reviens à ce que vous disiez, hein, c'est un enfant, on se construit par la transgression. Maintenant, plus vous clarifiez les règles et plus vous êtes ouvert au dialogue, et plus ça se fait, je dirais, en minimisant les risques. Finalement. Est-ce qu'il y avait d'autres problèmes? Ouais, vous aviez... Attendez. Micro. Bonjour à tous. Allô? Ah, vous êtes là. Alors, en fait, est-ce qu'on est obligé? Parce que moi, je pense que le mieux, c'est de l'accompagner et de lui expliquer, en fait. Et dire que cette espèce de dire... est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Cette espèce de dire on va mettre des règles, etc. Je pense que le mieux, c'est de l'accompagner parce que souvent, les parents, ils n'ont pas assez de temps. Le peu de temps qu'ils ont, c'est justement pendant ce temps-là de l'expliquer un certain nombre de choses. Et souvent, ce qu'ils gardent, c'est-à-dire que je pense, en tout cas, c'est mon avis, un enfant, il a toujours besoin de la proximité de ses parents. Et le fait de toujours lui expliquer un certain nombre de choses et de lui dire surtout, si tu fais ça, il y a ceci qui va t'arriver, etc., il va toujours penser à ça. Et je pense qu'on n'est pas obligé d'être toujours strict ou d'imposer des règles. L'explication est beaucoup mieux et de garder toujours la proximité. Alors, je suis d'accord avec vous, l'explication, la proximité, c'est essentiel, mais c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace que quand il y a un cadre défini, quand il y a un environnement qui favorise ou qui est propice à cette situation-là. Parce que l'enfant, il a quand même besoin d'avoir un cadre, parce que sinon, ça peut vite devenir même anxiogène pour lui. Donc, c'est quand même important de fixer un certain nombre de règles, de cadres, et à l'intérieur de ce cadre, on va créer les conditions pour que ce soit positif, cet usage-là. Et ensuite, on va pouvoir lui expliquer un certain nombre de choses et surtout lui expliquer qu'on est là, qu'on est présent et que s'il y a le moindre souci, il peut venir vers nous et qu'on sera ensuite dans essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé, dédramatiser, s'il y a un vrai souci, l'accompagner pour traiter le problème. Voilà, c'est ça l'objectif. Voilà, c'est ça. Le cadre, ça permet d'avoir des frontières qui existent quand vous n'êtes pas là, parce que vous n'êtes pas tout le temps là en fait. Après, les cadres, ils sont faits pour voler en éclats et puis ils sont renégociés en permanence en fait. Ils ne sont pas gravés dans le marbre. Moi, j'avais une question. Vous parlez de cadre. Alors justement, sur la partie un peu pré-ado, y a des tranches d'âge où on peut être dans le contrôle, limite dans le flicage. Et ça, c'est une notion qui me gêne un peu plus. Mais bon, en pré-adolescent, est-ce qu'il y a des seuils d'âge? Qu'est-ce que vous mettez en place, notamment sur votre messagerie, pour correspondre à des choses qui sont acceptables en fonction des tranches d'âge, en termes de contrôle et d'encadrement, et des choses qui le deviennent moins, parce qu'il y a une notion aussi de confiance et puis de liberté. Et si jamais on oppose un cadre qui ne correspond pas à la tranche d'âge, on va se retrouver avec des dépassements du cadre qui risquent d'aller beaucoup plus loin que si on intervient avec une pédagogie beaucoup plus adaptée. De cadre, par exemple, de temps d'utilisation, ce genre de choses ou... De type d'usage ou des choses comme ça. Ouais. Non, pas que réseau social, c'était plus large votre question, plus large. Alors, je pense que chacun de nous peut répondre et on aura peut-être des réponses complémentaires. Je te laisse commencer, Jérôme. Donc forcément, comme c'est notre quotidien, on se pose la question en permanence. Pour le moment, on n'a pas la granuliométrie qu'on aimerait avoir, très honnêtement, puisqu'un enfant de 6 ans, vous ne lui parlez pas de la même manière. Le cadre ne peut pas être le même que pour un enfant de 13 ans. Okay. Pour le moment, c'est one size fits all, c'est le même règle pour tout le monde, donc c'est pas très fin, c'est un peu
Voilà, on le reconnaît. Mais ça va changer. En fait, on a prévu de faire effectivement des choses par tranche de 2 ans et de permettre ensuite aux parents de régler ça. C'est pas opérationnel aujourd'hui dans l'app, donc je peux en parler mille ans, mais l'idée c'est d'avoir des réglages standards il y a 5 ou 6 critères clés. Et puis après que le parent, en fonction de la maturité qu'il perçoit de son enfant, puisse régler ça lui-même. Et effectivement, ça va vers plus en plus d'ouverture progressivement. Pour le moment, c'est très spectre large en fait. Des exemples sur les 5-6. Alors, par exemple, typiquement, traitement de la grossièreté. Qu'est-ce que vous faites quand un enfant utilise un gros mot dans l'application? La solution de facilité consiste à censurer. C'est pas très efficace parce que ça développe la créativité de l'enfant pour trouver. Alors, ils vont chercher, de toute façon, c'est une des premières choses qu'ils font sur les jeux vidéo, c'est de chercher quelle est la syntaxe qui passe. Donc, est-ce qu'il faut que je mette une étoile, est-ce qu'il faut que je mette un espace, etc. Donc, nous, on a préféré avoir une approche un peu plus éducative et dire, donc, ils peuvent taper les mots. Quand ils tapent un gros mot, alors on ne prétend pas avoir une liste exhaustive, parce que, voilà, mais donc on en capte, on en a quelques centaines quand même. Curieusement, 4 fois plus en anglais qu'en français, c'est vraiment bizarre. On affiche une pop-up en disant « Es-tu sûr ?» Et après, on tourne, on a 6 phrases qui ont été pensées, qui ont été définies avec des psys. Et il a 2 choix. Es-tu sûr de vouloir envoyer ça? Donc, puis des phrases, c'est du genre répondre est vraiment pas la meilleure solution. Ou tu sais que tu peux aussi signaler la conversation. Qu'est-ce que tu penses que l'autre va penser? Enfin, des phrases très, très simples. Et il est exposé à un choix. Donc, c'est lui qui décide. Oui, non. On a interrompu son expérience et on lui a donné la possibilité de choisir. Ce qui est très intéressant, donc c'est vraiment basique de chez basique, hein. Et ça va à l'encontre de toutes les règles de design des applications. C'est-à-dire, moi je fais du design pour d'autres clients par ailleurs, on leur dit surtout vous n'interrompez jamais le flow, vous laissez les gens faire ce qu'ils veulent parce que vous les perdez quand vous faites ça. Ce qui est intéressant, c'est que, et jamais on dit aux enfants mais décide, ça va avoir des conséquences de dire un gros mot. Ce qui est intéressant, c'est que dans 80% des cas, ils disent non, je ne vais pas le dire. Et quand ils le disent, donc nous, on envoie le mot quand même. Alors sur Android, on met des petites fleurs, on remplace certaines lettres, etc. Mais l'intention est très claire. Il voulait le dire de toute manière, il pourra le dire quoi qu'on fasse, en fait. Donc on n'a pas une censure, mais on adoucit un peu le mot. Et juste derrière nous, on incrémente. On a un compteur de spam, en fait. Et là, il a des mauvais points, entre guillemets, dans les coulisses. Et s'il passe un certain seuil, il y a un petit personnage dans l'app qui va lui dire « Écoute, Lucas, je n'aime pas la manière dont tu te comportes dans l'app. Ce n'est pas comme ça qu'on veut que les utilisateurs se comportent les uns vis-à-vis des autres. Je te rappelle les règles, bim, le cadre, toujours pareil. Il y a un lien, il peut consulter les règles. Il n'y en a pas 50 000. C'est respect de l'autre, pas de partage de photos où on puisse te reconnaître, pas de blablabla, que du bon sens. Et si tu continues, on va bloquer ton compte. » Voire même en parler à tes parents. C'est l'arme nucléaire, en fait. Hein. Et on le fait pas d'ailleurs. On ne prévient jamais les parents, parce que là, pour le coup, c'est pas très clean vis-à-vis de l'enfant. Mais c'est ce genre de règles qu'on pourrait envisager de graduer en fonction de l'âge, parce qu'effectivement, un enfant de 6 ans, ça lui passe au-dessus. C'est juste un exemple. La graduation, c'est tous les 2 ans. On pense aujourd'hui, encore, Enfin, on ne l'a pas fait encore, donc c'est le programme 2017. Oui, non. Alors, effectivement, vous avez raison. Il y a moi, je n'ai pas d'exemple concret à vous donner. Ce qui me paraît important, c'est de rappeler qu'effectivement, il y a sans doute des grands moments de la vie de l'enfant. Je pense, par exemple, l'entrée au collège. C'est un moment extrêmement important. Il y a sans doute là une évolution dans le rôle que les parents doivent avoir auprès des enfants. Et ça, c'est vrai aussi pour l'accompagnement numérique. J'insisterai quand même sur un point, c'est de toujours garder à l'esprit qu'il n'y a pas de certitude absolue, quel que soit, on parlait des effets négatifs que peuvent avoir certains usages. Il n'y a pas de règle absolue. Ça dépend énormément aussi de la maturité, tu l'as dit, de l'enfant, de sa sensibilité, du contexte dans lequel il est. Si on reprend l'exemple des contenus sur Internet, ou même des contenus d'un film, etc.,
prendre un exemple tout bête, un enfant qui voit un contenu où il y a des morts, il ne va pas le ressentir de la même manière en fonction du rapport qu'il y a eu à la mort, au sein de la famille, au deuil, etc. Donc je dirais que c'est extrêmement complexe. Donc, c'est toujours que les parents gardent à l'esprit qu'au fond, c'est aussi à eux parfois de voir comment ils peuvent adapter toutes les règles qui peuvent être proposées par des éditeurs ou par des lois, parce que là, pour le coup, c'est des éditeurs qui peuvent fixer des âges, mais ça pourrait être Facebook, c'est basé sur une loi américaine, californienne, donc ça peut être la loi, ça peut être des éditeurs. Au final, c'est aussi les parents qui doivent parfois ne pas hésiter à fixer des règles qui ne collent pas totalement à ce que l'éditeur a proposé, et il faut vraiment redonner aussi aux parents la possibilité d'adapter en fonction de leur enfant, parce que c'est quand même eux qui connaissent leur enfant, parce qu'on peut avoir des grands discours un peu généraux sur les enfants, sur le développement des enfants. Il y a des phases, évidemment, mais il y a surtout des enfants qui ont une réalité, qui ont une individualité, qui ont une sensibilité, et c'est les parents qui sont les mieux à même d'où l'importance pour les parents d'être parents, parce qu'il n'y a qu'eux qui ont cette vision-là de l'enfant. Je voulais ajouter concernant le cadre et justement concernant ces contenus, que les contenus, on les a parce qu'on googlise, c'est tellement... Enfin, on a trouvé maintenant ce verbe googliser, sauf qu'il y a des moteurs de recherche adaptés aux enfants. Tout à fait. Pour citer par exemple Quant Junior. J'ai Très discuté bon avec moteur son de recherche. responsable hier sur Educatis et on peut signaler les contenus indésirables qu'ils enlèvent. Mais normalement, il est vraiment adapté aux enfants. C'est-à-dire qu'il tape quelque chose et tout ce qui est proposé. Mais c'est toujours difficile. S'il clique sur une vidéo YouTube, on ne sait pas ce qui va être proposé à la fin. Donc moi, je vois bien qu'il y a encore des choses à faire. Mais ils sont en train de mettre en place une communauté où les gens vont pouvoir noter des contenus avec plus ou moins d'étoiles s'ils sont des contenus éducatifs ou pas. Ouais. Et l'algorithme du moteur de recherche sera pondéré en fonction de ça. Donc là, c'est aussi mettre un cadre. L'enfant a le droit d'y aller puisqu'il est là, le moteur de recherche, mais sauf qu'il y a l'onglet sur l'ordinateur. L'enfant, il va sur Quant Junior, il peut y aller à 6 ans et voilà. D'accord. On a presque... épuiser le temps en fait. Juste peut-être pour terminer, moi j'aime bien savoir comment vous imaginez les parents dans le futur. On va dire dans 5 ans, 6 ans. Enfin, quelles sont peut-être les tendances que vous voyez vous au quotidien sur le terrain en termes d'attente ou en termes de comportement ou d'accompagnement? Et je les vois impliqués, investis, présents, jouent leur rôle attentif, bienveillant, évidemment. Ouais, je pense que le mot bienveillance, c'est un bon terme. 5-6 ans, ça va aller vite, hein, ça vient vite. Que tous les parents soient arrivés là, ça va être difficile. Et puis, c'est d'autant plus important de prendre vraiment une posture de rôle de parent, de bienveillance, parce que l'erreur qui a pu être faite à un moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de vouloir essayer de suivre ou de courir après les techniques et les usages. Ça va évoluer, les usages vont évoluer, les applications, les outils qui marchent, qui sont populaires, changent régulièrement. Les enjeux ne sont pas totalement les mêmes. Et donc, il ne faut pas essayer de vouloir courir nécessairement après ça, mais justement de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça, de prendre une posture de bienveillance, de donner du sens à tout ça, d'expliquer aux enfants le sens que tout ça a, et de faire en sorte que l'enfant grandisse bien à l'ère du numérique. Et grandir bien, ça veut dire profiter de toutes les opportunités qui sont proposées. Ouais, j'ai du mal à voir dans 10 ans. Déjà, des fois, on se pose des questions à 6 mois, donc 10 ans, c'est une échéance un peu lointaine. Je pense que quand même, les parents, dans 10 ans, on n'aura plus tout nous le même discours vis-à-vis d'eux, parce que, comme je disais, les jeunes parents, les grands ados sont extrêmement mûrs et comprennent instantanément notre proposition de valeur. Donc, cette transition sera, à mon avis, terminée dans 10 ans. Maintenant, ce on proposera dans 10 ans, on n'aura juste rien à voir, même l'an prochain, n'aura rien à voir avec ce qu'on propose cette année. Donc, de toute façon, ça avance tellement vite. Une deuxième chose, par contre, je sais pas comment les gens écriront dans 10 ans. Quand je vois comment ils écrivent aujourd'hui, je ne sais pas s'ils écriront encore, on verra. Mais on reçoit plusieurs centaines en fait, de témoignages par jour de parents et d'enfants, que ce soit aux États-Unis ou en France. Il y a une dégradation de l'écrit qui est juste notable. D'accord. Vous aviez une... Oui, je voulais juste revenir, moi c'était par rapport en fin de compte, les questions qu'on se pose, c'est les questions qu'on se posait il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était les chats, c'était les forums de discussion, on se disait, oui, le jeune,
il peut aller sur le chat, il peut écrire des gros mots, comment on fait pour l'envoyer. C'est juste là, en fin de compte, les technologies ont évolué. Donc aujourd'hui est apparue la photo, puisqu'il voilà, y a 10 ans, on était avec du bas débit. On ne pouvait pas mettre sa photo, on ne pouvait pas mettre sa vidéo sur Internet. Et aujourd'hui, on a la même problématique, c'est-à-dire que parents il y a 10 ans ou parents aujourd'hui ou parents dans 10 ans, je pense qu'on aura toujours la même problématique, à savoir, voilà, les technologies avancent très très vite. Et le temps que, en tant que parent et même en tant qu'usager, on s'approprie la technologie, elle est déjà dépassée, mais la question reste la même. Pour moi, en tout cas, les échanges, j'ai l'impression de revivre un peu les échanges d'il y a 10 ans sur certaines soirées où on avait peur des skyblogs, de chats, etc. Où on se disait, oh là là, attention, les jeunes vont être avec des usages, voilà. C'est vrai, sauf qu'en fait, il y a 10 ans, on parlait de jeunes. Aujourd'hui, on parle, enfin sur l'accompagnement en tout cas terrain, on parle d'enfants qui ont maintenant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et dès la petite enfance, il y a des choses qui se passent. Et là, qui ne sont pas forcément très positives d'ailleurs, pour le coup. Voilà, avec des usages et un développement des usages de plus en plus tôt. Donc peut-être la différence est là, entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Voilà. C'est qu'on ne s'adresse pas, on ne se pose pas la question pour des enfants qui ont déjà une maturité émotionnelle, qui ont plus de 14 ans, 15 ans. On se pose la question pour des enfants bien plus jeunes. Moi, il y a 10 ans, je travaillais dans un cybercentre. Aujourd'hui, ça existe quasiment plus, que quasiment tout le monde est équipé d'Internet à la maison. Et on accueillait des enfants de 7, 8 ans qui venaient au cybercentre avec la responsabilité voilà, que nous, on avait, c'est que interdiction d'aller sur les chats, puisqu'il y avait un animateur. Donc avec un accompagnement et des enfants qui n'avaient pas dans la poche encore leur propre téléphone portable. Donc, je rebondis sur les chiffres que je donnais tout à l'heure. En fait, alors UK, c'est pas la même chose en France, etc. Tout ça. Un enfant sur 3 en Angleterre a sa propre tablette à moins de 5 ans dans sa chambre. Donc là, établir un cadre. Enfin, c'est vrai que c'est toujours la même question qu'on se pose quand on éduque un enfant, c'est toujours la même question. Après, sur l'accès et l'âge auquel on peut accéder, la facilité et l'absence de cadre qu'on peut constater souvent, effectivement, je pense que ça pose question. En fait, et c'est les mêmes questions sur le fond qu'à l'époque. Simplement, l'âge a changé et c'est plus dans un cybercentre, c'est dans la chambre. Et très très tôt. Moi, ce qui fait un peu peur, à vrai dire, c'est pas c'est vraiment aujourd'hui le fait qu'on soit rendu au niveau de l'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, on était sur du texte. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, oui, je suis blond, j'ai 25 ans, je suis Brad Pitt. Bon, voilà, ça marchait sur les chats. Aujourd'hui, ce sont les photos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Snapchat, si j'ai envie de me mettre tout nu et d'envoyer ça à tous mes copains ou toutes mes copines, je peux. Et puis, c'est très codifié en plus. Et on va s'envoyer des défis d'ailleurs. Moi, il y a une question, il y a la question qu'on se pose. Moi, je dis c'est une question d'éducation de parentalité. Enfin, moi, je dis, est-ce qu'on se pose ces questions-là quand on apprend à un enfant à traverser la rue? Quand on y apprend à traverser la rue, à marcher dans la rue, on va tester, on va l'envoyer acheter le pain, enfin, je caricature. Il prend autant de risques. Après, on lui dit, il y a certaines rues, il ne faut pas y aller à certaines heures, il ne faut pas traverser un premier rond-point à 5 ans. Ouais, bon. On a ce même rapport-là avec le numérique. Par contre, la vraie question que moi je me pose sur le numérique pour des enfants qui commencent très très jeunes, c'est le problème des données. C'est-à-dire qu'il y a des photos, il y a des discours, il y a maintenant comment on appelle ça, tout ce qui est les bulletins de notes, les remarques, les appréciations. C'est hébergé chez Dupont, chez Durand, chez Dubois. Demain, pour une raison ou pour une autre, ça va être hébergé ailleurs. Qui y accède pour faire quoi? Et l'historique de ces enfants, quand on va remonter jusqu'à la maternelle, il y a certains qui avaient émis des lois à un moment de détecter en maternelle si un petit mordait l'autre, s'il était dans la notion de violence ou pas. Moi, le problème, c'est moins de savoir si... parce que des enfants on en voit toujours, qui avec leur téléphone se prennent le zizi, puis ils l'envoient à la copine ou pas à la copine. Enfin, ça existera toujours. Moi, à mon époque, c'était du crayon de bois dessiné, on voyait un bout de fesse ou un bout de sein, on était puni. Enfin, il y a des choses qui existeront toujours parce que c'est des enfants. Mais alors, le vrai problème des données avec le fait que ça ne s'efface pas et de l'utilisation, c'est des enfants qui sont rentrés dès 3 ans, que les parents ont mis les photos, ont mis il va à telle école, où il a été renvoyé, où il a... Alors les enfants ont une vie numérique même avant leur naissance. Exactement. Puisqu'il y a les échographies qui sont publiées en ligne et de plus en plus. Non, mais vous avez raison. Cette question des données qui peuvent se conserver, et quel usage pourront être faits par qui, c'est un vrai enjeu qui d'ailleurs fait l'objet de plusieurs textes aujourd'hui pour encadrer, sécuriser tout ça. Mais on voit bien que le fait que les enfants aient une vie numérique, une identité numérique avant même leur naissance, dès leur naissance et de leur plus jeune âge, on voit bien qu'on retombe sur un enjeu d'adultes, de parents qui doivent réfléchir à tout ça et au sens que ça a
de tout mettre en ligne, de tout publier en ligne, de mettre toutes les données en ligne. Et on comprend bien, c'est ça, dans la vie d'un homme et d'une femme, la naissance d'un enfant, c'est le plus beau jour du monde. On a envie de le partager à la terre entière. C'est totalement normal. On ne jette pas la pierre sur les parents qui le font. Mais c'est notre rôle aussi de les faire réfléchir à l'effet que ça peut avoir. Et c'est pas parce que c'est le plus beau jour du monde qu'il faut faire n'importe quoi pour autant. Alors, il y a la question des données. Il y a aussi une autre question qu'il va falloir qu'on se pose en tant qu'adulte. Et je trouve qu'elle est très peu posée, cette question-là, aujourd'hui. C'est la question des produits, c'est-à-dire des matériels que les enfants dont les enfants sont dotés. Il n'y a pas de normes d'encadrement, par exemple. Des tablettes dites enfants, qui sont très rarement des tablettes enfants, avec des contenus inadaptés, aucun contrôle parental, etc., qui est proposé à l'intérieur. Donc, en fait, il y a tous ces outils, tous ces produits qui étaient avant des simili. Il y avait un simili ordinateur, il y a toujours eu ça, le petit ordinateur, la petite licence, etc. Bon, ok, seulement ce n'était pas des objets connectés. Donc on restait dans un petit environnement. Là, on est sur des produits qui ont été conçus pour les adultes et qui sont adaptés pour les enfants, qui sont adaptés aux enfants. Et là, moi, je pense qu'il y a une grosse problématique. Il va falloir un jour se poser cette question-là et de faire attention. Parce que tout ce qui est montre connectée, objet connecté, mais même tablette, il n'y a pas d'encadrement, en fait, au niveau du matériel, au niveau des fabricants. Mais ça va venir, c'est parce que ça va très vite. Ce que tu dis, c'est quand même un point, parce qu'effectivement, il ne faudrait pas qu'on sorte de là en laissant penser que finalement, tout ceci est un problème de parentalité. C'est un problème de parentalité, mais qu'on soit bien clair. C'est un problème de parentalité parce que c'est les parents qui sont auprès des enfants, mais il y a des enjeux sociétaux. Et on est tous responsables. Moi, je suis ravi de voir des éditeurs qui réfléchissent et qui pensent à développer des outils adaptés. Mais les éditeurs, quels qu'ils soient des startups ou qu'ils soient des géants mondiaux, ont une responsabilité évidente. Les parents, les enseignants, les enfants eux-mêmes aussi, il faut les accompagner à prendre un peu de distance par rapport à tout ça. Évidemment, les pouvoirs publics ont un rôle essentiel en termes de régulation, en termes de mise en place de normes ou de réflexion par rapport à tout ça. Donc c'est un enjeu parce qu'on est bien dans une société numérique et il faut réfléchir et repenser cette société numérique. On n'ira pas en arrière. Et on n'ira pas en évidemment arrière. Donc, que non. il faut que tous ensemble, numérique, on la construise, cette société. Voilà, fait partie des usages de la famille. Donc il est là. Maintenant, c'est comment on fait. Et pour encadrer, et évidemment, pour développer des pratiques pertinentes, intéressantes, ludiques, mais créatives, partagées, etc. Sur la donnée privée, je crois qu'il y a trois aspects. En fait, pour moi, le premier, c'est effectivement il est comportemental. En fait, il y a encore beaucoup de négligence de la part même d'adultes. Enfin, Hillary Clinton a donné un très bon exemple il n'y a pas très longtemps, avec une désinvolture qu'on constate à beaucoup d'endroits, et donc on ne donne pas forcément l'exemple à nos enfants sur la propre gestion de nos données privées, qu'elles soient privées ou professionnelles. Donc l'individu, et ça fait partie de l'éducation, et ça commence par les parents. L'institution peut aider, mais c'est les parents qui doivent aider. Et je prends un exemple juste sur l'image, en fait, Snapchat. C'est le premier truc que j'ai expliqué à mes enfants, c'est, tu sais, Snapchat, c'est instantané, ça disparaît, mais attends, mais jamais de la vie, ça disparaît. Enfin, en plus, c'est très facile à capter. Donc ta petite vidéo mignonne, là où tu as montré ton ventre, tu sais que c'est juste hallucinant, parce que n'importe qui peut le capturer, et puis tu le retrouveras, tu seras contente dans 10 ans, quand au moment de chercher un emploi, quand on va googler ton nom, la première chose qu'on va trouver, c'est cette mignonne photo de danse du ventre, quoi. Donc c'est l'individu, ça c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est la responsabilité de l'éditeur. Là, on agit, bien sûr, il y a le cadre légal, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc c'est le premier niveau, je dirais, de respecter, d'être conforme à la législation, c'est juste la base. Après, donc, nous, on essaye d'anticiper les évolutions de législation en disant c'est un petit peu ce que notre éthique nous dicte. Et c'est en fait un véritable cauchemar quand on veut faire les choses bien. Je peux vous dire que nous, c'est l'horreur. Gérer le droit à l'oubli proprement. Attends, tenez, prenez le micro. Il faut créer un compte ou quoi, on leur fait voir. Alors déjà, on les emmène sur le site de la CNIL pour qu'ils voient que partout où ils ont été, tout ce qu'ils ont fait. Et ils sont stupéfaits de se dire, mais c'est pas possible qu'il y a 2 mois, j'étais sur PMU ou sur le Paris, enfin, peu importe. La deuxième chose, c'est quand on dit il faut créer un compte, et alors après, c'est aussi leur apprendre ce que c'est une machine, que c'est bête, au moins au jour d'aujourd'hui à minima. C'est-à-dire que si on met, je m'appelle Dupont Albert, au lieu de mettre Albert, on l'écrit avec un O, avec un A, avec plusieurs lettres, avec la même adresse, mais avec des noms différents. Et quand ils voient qu'il y a des messages qui arrivent,
alors suivant l'âge, vous recevrez un truc pour les vieux ou pour le Viagra ou pour Adaptation. On leur fait voir que c'est pas neutre, que c'est pas. Mystère. C'est sous forme de jeu. Et ça, pour des parents, ça peut être des jeux marrants. C'est déjà d'aller sur le site de la CNIL, de voir l'historique, et après de créer des comptes sur, alors pas sur compte, parce que justement c'est fait comme ça, et de voir qu'en fait ces données-là sont réutilisées, que vous allez recevoir des pubs, je sais pas, pour les fenêtres, pour les portes, pour les voitures, ou pour des... Et de dire, c'est la bonne adresse mail qui est vraiment la vôtre, mais avec des noms ou des prénoms différents, ou écrits différemment, parce que la machine, pour elle, si c'est Dupont avec un A, un O, ou Albert, ou Albort, et ça, c'est des jeux, ça fait rigoler les gamins, ils comprennent, et les parents, ça peut être déjà marrant. Et du coup, ils vous disent, moi je vais à tel endroit, et on voit à quel endroit il a été, parce que les pubs sont jamais neutres, quoi. On leur fait voir que c'est des produits. Et ça, c'est des jeux qu'on fait en tant que parents. Nous, on fait voir, et après, les parents s'amusent à refaire ça. Donc là, pour moi, on est dans ce premier aspect, effectivement, de l'éducation comportementale, et ça commence par les parents. En fait, d'avoir bien conscience de toutes les traces qu'on peut laisser et de la responsabilité qu'on porte soi-même dans la gestion de son identité numérique. La deuxième, j'évoquais, nous, le cauchemar que c'est pour un éditeur de faire les choses proprement, en tout cas, conformément à notre propre éthique. Et par exemple, le droit à l'oubli, qui est une très bonne notion, en fait. Je vous le dis, c'est un coût très lourd pour une entreprise, parce que quand vous cryptez toutes vos données, c'est-à-dire qu'il y a juste une personne dans l'entreprise qui est capable d'aller décrypter les choses, d'ailleurs avec des questions de succession, si jamais la personne vous claque entre les doigts, etc., et que vos sauvegardes pour assurer une continuité de service pour des millions d'enfants sont répartis sur des centaines de serveurs et que vous avez des backups qui remontent dans le temps, si vous voulez être certain d'avoir tout effacé, c'est un cauchemar, quoi. Donc ça c'est l'aspect technique. On a tendance un petit peu, on raisonne, enfin moi, il y a l'aspect intellectuel de la chose et puis il y a l'aspect pratico-pratique de le mettre en œuvre. Et le dernier aspect, et c'est pour ça que je pense que la responsabilité d'un individuel est très importante, c'est la loi, parce qu'effectivement c'est le cadre auquel on est tous soumis. D'accord ? Et c'est intéressant de voir que la loi, elle est toujours en retard de 3 guerres sur les évolutions sociétales, parce que ça va très très vite. La dernière loi sur la gestion des données privées, elle datait de 1995, donc elle arrivait juste avant l'Internet. C'était une loi pré-Internet. Et la deuxième version de cette loi européenne date de cette année, donc mai 2016. Et il a fallu 4 ans pour mettre d'accord l'ensemble des pays de l'Union européenne sur cette loi. Et donc, on va vivre avec pendant probablement 20 ans. Et donc, comme on disait tout à l'heure, moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans 1 an, dans 10 ans. La loi, il faut bien se dire, on ne peut pas s'appuyer seulement sur elle. Elle a incorporé, par exemple, le droit à l'oubli. Effectivement, c'est très bien. Mais les vraies problématiques, on va les voir émerger dans les années à venir. Donc, ça ne suffit pas. Il faut aller bien au-delà de ça. En fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous pour cet échange. On a finalement fini comme on avait commencé, sur la réflexion sur nos propres usages déjà, et puis voir comment transmettre des choses adaptées aux enfants. Merci beaucoup, Jérôme et Olivier, pour cette discussion.